Cette vidéo est une présentation des ressources contenues dans le TD1 que nous allons démarrer prochainement et qui sera le premier d'une série consacrée aux installations électriques d'une station d'assainissement qui comporte un certain nombre d'équipements et nous allons utiliser ces équipements comme support pour appréhender différents aspects euh, des moteurs asynchrones et des équipements qui, euh, leur permettent de fonctionner. Je ne fais pas de présentation de l'installation, elle sera faite en présentiel. Donc je me porte directement dans les ressources. C'est le chapitre 5. Alors la première de ces ressources, elle est consacrée au procédé de démarrage des moteurs asynchrones. Alors quelques rappels à ce sujet. Les moteurs asynchrones, chapitre vu en première année, ce sont des moteurs très couramment utilisés dans l'industrie pour plusieurs raisons. Euh, Simplicité d'utilisation, robustesse, faible coût. Ça en fait des actionneurs quasiment incontournables dans une majorité d'applications. Néanmoins, et c'est ce que l'on va voir dans le cadre de ces chapitres, hein, ces moteurs ont une particularité, c'est la phase de démarrage, qui va nécessiter parfois de gérer cette phase de démarrage d'un point de vue électrique et ou mécanique. Alors voici une caractéristique électromécanique qui donne en rouge les variations du courant en fonction de la vitesse et en bleu les variations du couple en fonction de la vitesse. Le point qui est situé ici matérialise la vitesse nominale. On a donc ici deux valeurs qui sont matérialisées par des petits cercles. Le courant nominal que l'on obtient pour la vitesse nominale, le couple nominal que l'on obtient pour la vitesse nominale et l'intensité nominale que l'on obtient pour la vitesse nominale également. Et donc ce que l'on peut remarquer, et c'est assez simple à constater ici, hein, c'est que l'intensité au moment du démarrage, c'est ce point-ci, est bien plus importante que l'intensité nominale. Retenez la valeur de 6 fois. Hein, c'est un élément qu'on peut citer. Courant de démarrage, environ 6 fois le courant nominal. Donc, fort courant d'appel au moment du démarrage. Et puis, on constate qu'au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, cette intensité va décroître jusqu'à rejoindre l'intensité nominale. De la même façon, on peut constater qu'au moment du démarrage, le moteur présente un fort couple. Ce couple va peu évoluer pendant une première phase de fonctionnement, puis être réduit fortement jusqu'à atteindre le couple nominal. Alors nous allons voir hein, que ces éléments-là vont conditionner notamment une partie du fonctionnement des moteurs asynchrones lors de leur démarrage. Alors en effet, hein, un moteur n'est pas isolé lors de son fonctionnement. Il est d'une part relié à une source électrique et d'autre part relié à une charge mécanique. Donc ça veut dire très concrètement hein, qu'on doit prendre en compte ces deux éléments pour envisager convenablement le démarrage du moteur. Alors le premier paramètre, c'est le réseau. Et le réseau électrique va conditionner notamment le couplage des enroulements. Alors c'est des choses qui ont été vues en première année. Hein. Il y a deux couplages possibles pour les moteurs asynchrones, le couplage étoile
le couplage triangle. Alors cette tension du réseau, elle conditionne à un autre élément, hein, c'est la chute de tension que l'on va euh, pouvoir accepter. La chute de tension, c'est la diminution de la tension que l'on observe notamment lors du démarrage du moteur, un petit peu moins lors de son fonctionnement, et elle est limitée euh, à des valeurs qui sont précisées par la normalisation. Enfin, le deuxième paramètre du réseau électrique, c'est la puissance installée, la puissance disponible, qui va conditionner le courant, et donc le nombre de moteurs et la capacité des moteurs à démarrer euh, normalement. Alors, le deuxième aspect du démarrage, c'est la machine à entraîner. En effet, selon la nature de la machine à entraîner, eh bien, on va observer différentes situations. La machine à entraîner, elle oppose un couple au démarrage et au fonctionnement du moteur. Le couple moteur est créé, comme son nom l'indique, par le moteur, et le couple résistant, il s'oppose euh, euh, par l'intermédiaire de la machine à entraîner. Alors voici quelques exemples hein, d'allure du couple résistant de différentes machines que vous pouvez rencontrer dans, dans certaines situations. Alors le premier cas, c'est la situation des machines dites centrifuges. Les machines centrifuges, comme les pompes, les turbines, vont présenter un couple qui augmente avec la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus le couple est élevé. Le couple n'est pas nul quand la vitesse est nulle, hein. Il y a généralement des frottements qui font que on n'a pas une courbe parfaite qui passe par l'origine. C'est une situation qu'on va rencontrer donc très souvent. La deuxième situation qu'on peut rencontrer, ce sont les machines qui présentent un couple constant. Alors dans ce cas-là, c'est très simple. Le couple ne varie pas avec la vitesse. Il a toujours la même valeur. On observe cette situation dans le cas de la traction notamment, c'est-à-dire lorsqu'on a un entraînement d'une masse en mouvement. Enfin, la dernière situation qui est présentée ici, c'est celle des compresseurs. Et dans ce cas-là, on a plutôt un très fort couple au moment du démarrage, couple qui va en s'amenuisant, en se réduisant au fur et à mesure que la vitesse augmente. Alors pourquoi c'est important, cette notion de couple résistant? Ben, tout simplement parce que pour qu'un moteur fonctionne, il faut qu'il fournisse plus de couple que la machine ne lui en oppose. Et ça, tout le temps. Alors c'est le sens de la remarque que vous avez juste ici dans le document. Hein. En toutes circonstances, c'est-à-dire quelle que soit la vitesse, il faut que le moteur fournisse plus de couple que la machine ne lui en oppose. Sinon, bah, ça ne fonctionne pas. L'autre élément important pour la machine à entraîner, c'est son inertie. Alors l'inertie, hein, c'est une notion de mécanique, et on peut voir l'inertie comme étant la capacité d'un élément mobile à conserver sa vitesse. En clair, si la machine est à l'arrêt, eh bien, elle a tendance à vouloir rester à l'arrêt. Et si au contraire la machine est en mouvement, eh bien, la machine aura tendance à rester en mouvement. Alors il y a plusieurs paramètres qui influencent l'inertie, mais il faut en retenir deux. Le premier, c'est la masse. Plus un élément est massif, plus il va présenter de l'inertie. Et le deuxième élément, ce sont les caractéristiques géométriques. On peut retenir que plus un élément a un diamètre important, plus il aura de l'inertie à masse égale.
Alors à partir de là, on peut énoncer le principe du démarrage qui va s'énoncer à travers un théorème qu'il n'est pas nécessaire de retenir, même s'il est cité ici, qui s'appelle le théorème fondamental de la dynamique. Ce théorème s'écrit de la façon suivante. Couple moteur moins couple résistant égale J, donc l'inertie, multiplié par dω sur dt, et dω sur dt, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et la dérivée de la vitesse, eh bien c'est l'accélération. C'est pour cette raison que cette quantité-là, on l'appellera le couple accélérateur. Alors un dessin vous montrera les choses beaucoup plus simplement. Si on prend un point quelconque ici sur la caractéristique, une valeur, pour une valeur donnée de la vitesse, repérée sur l'axe horizontal, eh bien on a ici en bleu la valeur du couple moteur. On a ici, donc depuis l'origine jusqu'à ce point-là, c'est le couple moteur. De l'origine jusqu'à ce point-là, c'est le couple résistant. Et la différence entre les deux, hein, c'est bien la différence que l'on évoque dans la relation, et bien la différence entre les deux, c'est le couple accélérateur. Et alors bien évidemment, plus le couple accélérateur est important, plus la machine va accélérer. Alors on peut constater dans l'exemple qui est présenté ici que dès la phase de démarrage, dès l'instant de démarrage, le couple accélérateur présente une forte valeur. En clair, ça va accélérer beaucoup. Cette valeur du couple accélérateur, elle ne change pratiquement pas pendant une bonne partie du démarrage. Donc ici, tous les traits que je représente ont à peu près la même longueur. Hein. Ça veut dire que le couple accélérateur ne varie pas beaucoup. Et puis on peut constater que dans une deuxième partie de la caractéristique, le couple accélérateur décroît, donc ça accélère moins, jusqu'à un endroit où ça n'accélère plus, c'est-à-dire que le couple accélérateur devient nul, et à ce point-ci, on observe que le couple moteur est égal au couple résistant. Alors ça, c'est un point très important à constater, hein, c'est le sens des différentes remarques que vous retrouverez sur le document. Pendant toute la phase d'accélération, le couple moteur est supérieur au couple résistant, et au moment où on a terminé le démarrage, c'est-à-dire au moment où la vitesse devient constante, il y a égalité entre les couples. Alors ça, c'est l'aspect mécanique des choses. Si on superpose à cette caractéristique la caractéristique d'intensité que nous avons vue auparavant, eh bien, il y a des remarques à formuler, hein, et on peut constater notamment, au vu de ce qui a été dit précédemment, que pendant la phase de démarrage, eh bien, il y a plus d'intensité, donc il y aura plus de chute de tension, et il y aura également plus d'échauffement. Alors l'échauffement, il est proportionnel à l'augmentation de l'intensité, c'est pour ça qu'il est multiplié par 6, on peut donner cette valeur-là par rapport à la phase de fonctionnement normal. Et l'échauffement, il dépend du carré de l'intensité. 6 au carré, ça fait 36. L'échauffement pendant la phase de démarrage sera multiplié par 36. Alors quelque chose de nouveau maintenant, c'est l'alimentation des circuits de commande d'une installation électrique. Alors quelques rappels pour commencer. Dans une installation électrique, on distingue deux circuits. Le circuit de puissance qui alimente principalement les organes de puissance, les moteurs, et le circuit de commande qui pilote les organes de puissance par l'intermédiaire de contacteurs. Il faut alimenter le circuit de commande à partir du circuit de puissance. Et deux cas principaux peuvent se présenter. Soit
on garde la même tension entre le circuit de puissance et le circuit de commande. On va donc avoir une alimentation du circuit de puissance qui va se faire avec une tension élevée. Dans l'exemple ici, j'ai choisi 230 volts. Ça pourrait être 400 volts. Et deuxième situation, on peut préférer d'alimenter le circuit de commande avec une tension plus faible. Ici, 24 volts. Dans le domaine de l'eau, ça sera très souvent la deuxième solution qui sera choisie pour des raisons de sécurité euh, euh, et pour avoir une tension du circuit de commande qui ne soit pas dangereuse pour les personnes. Pour protéger le circuit de commande, on peut envisager l'emploi de cartouches fusibles ou de disjoncteurs. Alors la solution des disjoncteurs est maintenant majoritairement utilisée, tout simplement parce que la maintenance est moins importante. Les cartouches fusibles, ça nécessite d'avoir du matériel de remplacement en cas de besoin, ce qui n'est pas le cas dans le cas des disjoncteurs, qu'il suffit de réarmer en cas de problème. Donc dans les exemples de schéma que vous verrez ici, les deux appareils ont été représentés, c'est-à-dire le fusible, le disjoncteur, mais bien évidemment on n'installe pas les deux. On installe soit l'un, soit l'autre. Alors premier schéma à gauche, un exemple de schéma. Donc ici, à gauche, on a les points de connexion du circuit de puissance, une phase et le neutre. Ce qui, sur un réseau 400 volts, permet de disposer d'une tension de 230 volts. Q1 est le sectionneur général, donc l'appareil qui permet de couper totalement l'énergie dans l'installation électrique. On notera qu'il y a ici deux contacts, un sur la phase, un sur le neutre, de façon à s'isoler complètement. Et puis, pour protéger le circuit de commande qui serait situé à cet endroit-là, eh bien, on a un organe de protection. Et donc, la réglementation indique que cet organe de protection est soit un fusible d'usage général, donc de type GG, soit un disjoncteur, courbe C, donc disjoncteur unipolaire, un seul pôle, courbe C. Alors ces différentes courbes, nous les verrons dans le document juste après. Dans le cas d'un circuit de commande 24 volts, dans le cas d'un circuit de commande 24 volts, le montage s'organise en deux parties. De part et d'autre du transformateur qui permet de disposer d'une tension plus faible. On a donc ici un transformateur qui, à gauche, est alimenté en 400 volts, entre deux phases, et à droite, fournit du 24 volts. Alors ça, c'est la première différence dans le montage, et ici, on est alimenté entre deux phases, il n'y a pas de fil neutre, ce qui était le cas précédemment. On retrouve un premier organe de protection, alors c'est un disjoncteur bipolaire, c'est le même appareil qui comporte deux pôles ou deux cartouches fusibles, et on protège les deux connexions de l'alimentation. Pour cela, il faut utiliser soit un fusible de type AM, AM ça veut dire accompagnement moteur, bien qu'ici ce ne soit pas un moteur, soit un disjoncteur courbe D. Au secondaire du transformateur, côté 24 volts, on va retrouver le contact du sectionneur qui permet de couper l'énergie au secondaire, et puis un élément de protection. Et cet élément de protection, ce sera soit un fusible de type GG, soit un disjoncteur courbe C, exactement comme pour une alimentation en 230 volts. Et bien évidemment, on retrouve le circuit de commande alimenté par cette partie en 24 volts. Alors, les disjoncteurs. Dans la réglementation, il existe de nombreux types de disjoncteurs. En voici trois types. Ce
Ce sont les trois les plus courants que l'on va rencontrer, hein, et qui se caractérisent par des courbes de déclenchement qui sont un petit peu différentes. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour un disjoncteur, la caractéristique de déclenchement, elle s'organise toujours en deux parties. La courbe de déclenchement thermique, qui a une forme courbée, comme ceci, et la courbe de déclenchement magnétique, qui a une forme beaucoup plus à angle droit, un petit peu comme je viens de le faire à l'instant. Alors, ce qui va changer entre un disjoncteur courbe B, courbe C, courbe D, eh bien, c'est la position de cette partie verticale. Pour un disjoncteur courbe C, c'est-à-dire d'usage général, hein, c'est le terme utilisé, eh bien, le courant de déclenchement magnétique, c'est-à-dire cette portion ici en rouge, hein, est situé entre 7 et 10 fois l'intensité nominale. Pour un disjoncteur courbe D c'est fort courant d'appel, donc c'est le cas qu'on va utiliser au primaire d'un transformateur. Le courant de déclenchement magnétique est plus important, entre 10 et 14 fois l'intensité nominale. On a donc décalé, augmenté le courant de déclenchement magnétique, tout simplement pour supporter la mise sous tension du transformateur. Enfin, il y a un dernier cas qui pour nous sera un petit peu moins utile, c'est le disjoncteur courbe B, faible courant de court-circuit ou grande longueur de câble. Et dans ce cas-là, on abaisse les limites de déclenchement magnétique à des valeurs plus faibles que précédemment. Donc c'est très important donc, quand on choisit un disjoncteur, hein, de bien avoir la bonne courbe de déclenchement selon l'usage que l'on en fait. Et voici trois situations que vous pouvez rencontrer. Alors, autre élément dans la documentation de ce TV, c'est un extrait de la tarification EDF. Alors, c'est un document qui est un petit peu ancien, je ne l'ai pas remis à jour. Ce qui change essentiellement, ce sont les prix, hein, mais pour l'usage qu'on va en faire dans le cadre de ce TD, avoir un prix exact n'est pas important. Ce qui importe, c'est le mécanisme. Alors, il y a eu un changement de réglementation dans la tarification de l'énergie électrique depuis quelques années, ce qui fait que maintenant il est très difficile d'avoir des tarifs réglementés euh, pour des fortes puissances. Alors dans cet exemple, c'est pas trop handicapant pour nous, hein, puisque on a plutôt une faible puissance dans le cadre de cette installation électrique. Euh, pour des quantités d'énergie plus élevées, eh bien, c'est chaque client qui négocie sa tarification. Alors, le principe de la tarification de l'énergie électrique est le suivant. On souscrit une puissance comprise entre une valeur très faible, hein, 3 kVA et 36 kVA, selon les besoins. Cette puissance souscrite, hein, on l'a choisie en fonction du nombre d'appareils à alimenter et de la simultanéité de fonctionnement de ces appareils. À chaque puissance souscrite va correspondre un tarif de l'abonnement annuel. Donc ça, ce sont les deux premières colonnes du document. Le prix de l'abonnement selon la puissance souscrite. Alors on verra ensuite qu'il y a deux cas possibles, mais on le verra dans un deuxième temps. La deuxième chose que l'on paye dans l'énergie électrique, hein, c'est ce que l'on consomme. Donc ici, à droite, on a une ou plusieurs colonnes qui donnent le prix de l'énergie, donc en centimes d'euros par kilowattheure, selon deux formules.
La première formule, c'est ce qu'on appelle l'option de base. Alors l'option de base, c'est très simple. Il y a un seul tarif de l'énergie. On paye le même prix, que ce soit le jour ou la nuit, l'été, l'hiver, c'est toujours le même prix. L'autre option, l'autre possibilité, c'est l'option dite heure creuse, dans laquelle le tarif de l'énergie n'est pas toujours le même au fil de la journée. Les heures pleines couvrent 16 heures de la journée et les heures creuses 8 heures dans la journée. Ce ne sont pas les mêmes horaires pour tout le monde. Et pour les clients résidentiels, pour les clients non résidentiels, je n'ai pas l'information, mais pour les clients non résidentiels, on ne peut pas choisir les horaires auxquels on paye moins l'énergie électrique. Alors en combinant tout ça et en sachant quels appareils sont connectés, eh bien, on peut faire des calculs de consommation et de tarification de l'énergie électrique. Alors une dernière petite précision sur ces éléments, c'est que il n'y a, ce sont des tarifs hors taxes qui sont présentés ici. Il y a différentes taxes qui s'appliquent à la tarification de l'énergie électrique et qui rendent le calcul un petit peu plus complexe. Autre ressource dans ce TD, c'est un panorama des départs moteurs électromécaniques. Alors je rappelle que ce qu'on appelle un départ moteur, c'est l'ensemble des appareils électriques que l'on va intercaler entre le réseau et le moteur et qui vont remplir un certain nombre de fonctions. Alors ces fonctions, vous les avez dans un cours qui est consacré à l'appareillage électrique et qui a été traité au mois de décembre, je pense, l'année dernière, et qui précise quelles sont les différentes fonctionnalités que un départ moteur doit remplir. Alors je les renote ici rapidement. Première fonctionnalité, c'est l'isolement. Alors l'isolement, ça signifie que l'appareillage doit permettre d'isoler une portion d'installation de façon à faire des opérations de maintenance sur un moteur sans que le reste de l'installation soit affecté. Deuxième fonctionnalité, c'est la commande. Le matériel doit permettre de mettre en marche et d'arrêter le moteur qui est positionné en aval du départ moteur. Enfin, la troisième fonctionnalité, c'est la protection. La protection doit se faire de façon indispensable contre, d'une part, les surcharges. Les surcharges, c'est une élévation de l'intensité qui est peu importante. Et d'autre part, contre les courts-circuits. Voilà, donc quand on installe des appareils électriques sur un moteur, il doit faire tout ça. Alors, on a plusieurs situations, plusieurs solutions qui sont proposées par le fabricant qui est indiqué, qui est choisi ici. Ici, le classement qui a été fait, c'est des solutions dites un produit, manuel ou automatique. C'est un tout en un. Des solutions 2 produits et des solutions 3 produits. Alors, qu'est-ce qui va changer entre ces solutions? C'est déjà la gamme de puissance. Alors, selon qu'on a un moteur plus ou moins puissant, eh bien, on va pouvoir choisir une solution à 2 ou 3 produits. Quelquefois, on n'aura pas le choix. Pour un moteur très puissant, eh bien, il n'y a que les solutions 3 produits qui vont pouvoir être utilisées.
Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui vont changer selon les solutions, et c'est notamment ce qu'on appelle la sélectivité, la coordination des protections entre les appareils. Euh, un dernier aspect, enfin, hein, c'est bah, les opérations de maintenance, hein, qui devront être entreprises en cas de problème, euh, de défaut sur ce matériel. Alors, ces solutions utilisent des matériels bah, qui ont été vus dans le chapitre consacré à l'appareillage électrique, hein. Alors, on peut les reciter très brièvement euh, pour, euh, pour les, pour les montrer, hein. Donc, un premier appareil qu'on peut montrer, c'est le disjoncteur moteur. Alors, en voici ici, hein, plusieurs. Je ne vais pas tous les surligner. Donc le disjoncteur moteur, c'est un appareil qui remplit plusieurs rôles, hein. Il joue le rôle d'isolement, donc de sectionneur, et de protection contre les surcharges et les courts-circuits. Donc c'est un appareil assez polyvalent. On va rencontrer également comme appareil de commande, cette fois-ci, les contacteurs. Donc les contacteurs, appareils très très courants. On les voit un peu partout. C'est des appareils qui sont incontournables pour, pour, le, pour le pilotage des moteurs asynchrones. Et puis d'autres appareils un petit peu plus annexes qu'on peut citer, euh, les sectionneurs, qui jouent le rôle d'isolement et de protection contre les courts-circuits, et puis les relais thermiques, qui, eux, assurent la protection contre les surcharges. Un dernier élément à vous présenter dans ce TD, c'est un relais. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose aujourd'hui parce qu'on aura l'occasion de le revoir, de repratiquer ça ensemble dans le cadre d'activités en classe. Alors, vous avez sur cette page un extrait, une documentation technique qui fournit toutes les indications nécessaires sur un appareil donné. Alors, ce qui va nous être utile, nous, hein, c'est de décoder, de rechercher de l'information dans ce type de documentation. Alors, il y a plusieurs parties, hein, dans, ce, dans ce matériel. Il y a un descriptif succinct des fonctionnalités de ce type de matériel. On va trouver des références. On va trouver un principe de fonctionnement, et ce principe de fonctionnement fera souvent appel, quel que soit le matériel, à des chronogrammes qu'il va être nécessaire de savoir décoder. On aura également souvent à notre disposition des symboles, voire des schémas exemples d'utilisation. Et puis enfin, des caractéristiques techniques qui vont nous donner tout un tas de détails sur l'emploi de ce matériel. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo et nous utiliserons tout ça lors du TD.